En 1980, Joyce McLean part faire son jogging mais ne rentre jamais chez elle. Son corps est retrouvé, mais l'assassin, lui, est loin d'être arrêté. L'enquête mettra plus de 38 ans à être résolue, laissant une ville dans la peur et une famille dans l'attente et la douleur. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes le 8 août 1980 dans la ville de East Millinocket, dans le Maine, où vit Joyce McLean, une adolescente de 16 ans. Elle vit dans cette petite ville tranquille auprès de sa mère Pam et de sa petite sœur Wendy. Joyce est une élève au lycée Schenck et elle est très appréciée de ses camarades et de ses professeurs. C'est une très bonne élève qui a reçu des félicitations concernant ses résultats et elle est également très investie dans les activités scolaires. Elle fait partie du conseil des élèves, elle est pom-pom girl et surtout elle a développé depuis son plus jeune âge une véritable passion pour la musique. Et c'est tout naturellement qu'elle s'est inscrite dans l'orchestre de l'école, mais en plus de ça, elle a créé son propre groupe de musique. Ce mois d'août 1980 promettait plein de belles choses pour la jeune fille. Elle allait fêter ses 17 ans et aussi célébrer l'obtention de son permis en organisant une fête réunissant tous ses amis et sa famille. Malheureusement, cet avenir plein de promesses va lui être brutalement arraché. Le vendredi 8 août, Joyce passe la journée à faire du babysitting, à donner des leçons de piano et à nager dans un lac avec des amis avant de rentrer à son domicile. Vers 19h30, elle enfile une tenue jogging rose et elle annonce qu'elle part courir afin d'être en forme pour les compétitions de sport à venir. Elle commence sa course dans les rues de la ville avant de se diriger derrière son lycée. Les heures s'écoulent et Pam commence à s'inquiéter de ne pas voir sa fille rentrer, mais East Millinocket est une ville où les gens vivent sans peur. Elle ne pense pas à un malheur automatiquement et elle continue de patienter. Après plusieurs heures, elle se décide à parcourir les rues de la ville avec sa voiture, mais il n'y a aucune trace de sa fille. Pam passe la nuit à attendre son retour et dès le lendemain, elle contacte ses connaissances. Quelqu'un a-t-il eu des nouvelles de Joyce? Quelqu'un l'a-t-il aperçue? Toutes les réponses sont négatives. La famille de Joyce décide de prévenir la police. Ce n'est pas normal. Quelque chose ne va pas. Elle ne déciderait pas de ne pas revenir sans prévenir ses proches. En entendant parler de la disparition de la jeune fille, un habitant de la ville se manifeste et il témoigne l'avoir aperçue durant la soirée. À 19h45, il l'a remarquée en train de courir et il l'a vue tourner dans une rue menant au terrain du sport de lycée. Et c'est un endroit où Joyce a l'habitude de faire plusieurs tours de footing. Les recherches vont naturellement se tourner dans ces environs désignés par le témoin, mais également dans d'autres endroits de la ville. Une autre journée s'écoule sans qu'on ne retrouve Joyce et les recherches reprennent dès le lendemain matin. Des proches, mais aussi des volontaires, sont présents pour aider, dont un homme nommé Peter Larley. Lui se dirige vers les terrains de sport et il décide d'aller explorer la forêt qui se trouve derrière. C'est malheureusement dans ces bois qu'il va faire une terrible découverte. Il découvre le corps sans vie de Joyce. Et celui-ci est partiellement dénudé, elle ne porte plus que ses chaussures de sport. Il tente d'appeler son nom, mais il comprend rapidement qu'elle ne peut plus lui répondre et il décide de partir en courant pour prévenir la police. Les policiers commencent leur recherche sur le lieu du crime. La victime a été violemment battue et elle a surtout les mains attachées dans le dos à l'aide d'une corde bleue. À ses côtés se trouve un objet, un isolant électrique en verre. Mais malheureusement, entre le 8 et le 9 août, il a beaucoup plu dans la région et la scène de crime est compromise. Aucune empreinte n'est retrouvée, tout a été effacé et aucun prélèvement n'est possible. D'autant plus que l'ADN n'était pas encore exploité à cette époque. L'autopsie révèle aussi des éléments. Contrairement à ce que sa tenue pouvait laisser suggérer, Joyce n'a pas subi d'agression sexuelle. Et l'expert découvre des bleus autour de son cou qui pourraient laisser penser à une tentative d'asphyxie, mais la cause de sa mort est un traumatisme crânien causé par un coup violent au niveau de sa tête. En apprenant la nouvelle du meurtre de Joyce, la vie de cette ville tranquille du Maine a changé. Il y a désormais un tueur en liberté, quelqu'un qui peut-être il voit chaque jour insoupçonnable. Rien ne sera plus pareil. Les habitants qui auparavant laissaient leurs enfants jouer dehors sans s'inquiéter, les surveillent sans cesse, par peur que quelque chose ne leur arrive. Ces habitants qui laissaient leurs portes déverrouillées en allant se coucher ne prennent plus ce risque.
et le sentiment de confiance et d'innocence qui régnait parmi les gens a disparu lorsque la vie de Joyce lui a été arrachée. Mais qui pouvait en vouloir à cette jeune fille que tous appréciaient, qui faisait la fierté de ses parents? Il est très dur pour les habitants et aussi pour la police de penser qu'un habitant de leur ville ait pu commettre un acte aussi monstrueux. Il est plus facile de penser que cela est l'œuvre de quelqu'un d'extérieur de la ville, peut-être quelqu'un de passage. Et c'est sur cette première piste que les recherches se concentrent. Il y a justement une usine de papeterie qui vient d'embaucher des centaines de personnes, dont beaucoup qui ne sont pas des habitants de la ville d'East Millinocket. Les policiers enquêtent sur ces nouveaux employés, mais cela ne donne rien et s'avère être une mauvaise piste. Il leur faut maintenant considérer ce qu'ils redoutent le plus. Une personne de la région a commis le crime. Les policiers interrogent les amis de Joyce afin d'obtenir des éléments, des pistes et possiblement un nom. Et il y en a un qui va leur être suggéré, celui de Peter Larley, la personne qui a découvert le corps de Joyce. En repoussant aux événements, les policiers trouvent qu'il est suspect que Peter ait trouvé le corps de la jeune fille presque immédiatement après le début de ses recherches. Peter est interrogé sur la nuit du 8 août. Qu'est-ce qu'il faisait cette nuit-là? Il répond qu'il n'était pas seul, il traînait dehors avec plusieurs de ses amis et ils ont passé la soirée à boire tous ensemble. Il accepte de passer au détecteur de mensonges et il réussit. Les policiers interrogent également ses amis qui confirment tous sa version des faits et donc Peter est rayé de la liste des suspects. Comme dans plusieurs petites villes, les gens parlent entre eux et suspectent l'un ou l'autre de leurs voisins. Beaucoup de rumeurs circulent en ville et les inspecteurs doivent vérifier chacune de ces informations. Sauf qu'ils ne sont pas nombreux dans ce département de police et que tout vérifier leur prend beaucoup de temps sans que finalement rien de concret n'en ressorte. Les policiers continuent de travailler sans cesse sur l'enquête. Ils sont déterminés à la résoudre et ils continuent d'explorer chaque piste. Une autre théorie prend place et arrive jusqu'à leurs oreilles. Le vendredi 8 août, un match de softball a eu lieu sur le terrain proche du lieu du crime et certains adolescents y sont restés faire la fête. Les résidents commencent à se dire que ces jeunes, après avoir consommé de l'alcool, ont pu remarquer Joyce, la suivre, l'amenant ainsi dans les bois. Étant donné ses vêtements manquants, ils ont pu tenter de l'agresser sexuellement, mais n'y parvenant pas, ils l'ont battue à mort. Cette théorie est vérifiée par les policiers, mais encore une fois, rien de concluant n'en ressort. Pourtant, il y a un événement étrange qui s'est produit le soir du meurtre de Joyce. Une autre personne a failli perdre la vie, non loin de là où on a retrouvé le corps de la jeune fille. Il s'agit d'un autre adolescent, Philip Scott Fournier, qui a eu un accident de voiture. Sa camionnette s'est complètement retournée et il a été transporté à l'hôpital. Les policiers n'avaient pas pu l'interroger au début de l'enquête car il était dans le coma à la suite de lésions cérébrales. Mais après 3 semaines de convalescence, Philippe peut s'exprimer et il raconte ce qu'il sait aux policiers. Il précise que l'accident a été très violent et les lésions cérébrales qu'il a subies ont entaché sa mémoire. Donc il a du mal à se souvenir de tout, seulement de son accident. Il se rappelle qu'il était saoul, qu'il est entré par effraction dans un garage, il a volé une camionnette, foncé dans la porte et a percuté une voiture sur son chemin. Mais c'est tout ce dont il se souvient. Il tente d'aider les policiers comme il peut, mais sa mémoire, comme dit plus tôt, l'empêche de se souvenir de plus d'événements. Et les mois passent, sans nouvelles pistes et sans nouveaux suspects. À la fin de l'année 1981, Philippe se rend au poste de police. Il a une déclaration à faire au sujet du 8 août. Sa mémoire lui joue encore des tours, elle commence à revenir, mais il a du mal à être certain que ce n'est pas quelque chose qu'il a imaginé et que c'est réel. Mais il décide tout de même de confier ce dont il se souvient aux policiers. Avant d'entrer par effraction dans le garage, il se rappelle qu'il était à une fête avec d'autres jeunes dans une maison qui se situe près du lieu du crime. Et il se rappelle de bribes de conversation où des gens parlaient d'une jeune fille qui a été attaquée par plusieurs garçons. Mais par contre, il est incapable de se rappeler d'un quelconque nom. Sa mémoire est en reconstruction et il a comme des trous concernant la soirée. Il a seulement des flashs de certains moments, dont un autre extrêmement perturbant. Il se revoit en train de marcher dehors et de trébucher sur une fille qui avait les mains attachées avec une corde bleue. Il ne sait pas si tout cela est arrivé ou si c'est son imagination qui a créé ses souvenirs après avoir entendu parler du meurtre de Joyce. Mais le fait qu'il parle de mains attachées avec une corde bleue,
Ça correspond beaucoup à l'affaire Joyce McLean. Malgré cet élément, il est très dur de considérer Philip comme un témoin valide pour plusieurs raisons. Au cours de l'enquête, ses souvenirs changent. Il revient sur sa version, il la modifie, puis revient dessus. Il est très inconstant dans toutes ses déclarations. Et il ne faut pas oublier que cette nuit-là, il était sous l'emprise de l'alcool, qu'il a par la suite perdu une partie de sa mémoire, mais c'est aussi une des seules pistes qui reste aux policiers et il décide alors de continuer à creuser cet angle et de se renseigner sur les personnes présentes à cette fête. Soudainement, Philip se souvient d'une autre vision. Il se rappelle avoir vu un garçon du nom de Grant Boynton dans les bois. Grant et les autres personnes de la fête sont interrogés et tous ont un alibi, sauf lui. Il explique qu'il était vraiment ivre, qu'il se souvient de très peu de choses et qu'il a passé le reste de sa soirée à vomir. Malheureusement pour lui, personne n'arrive à confirmer qu'il était bien présent dans l'enceinte de la maison durant la fête. Les policiers lui font passer un premier test au détecteur de mensonges qui ne donne rien, mais il réussit le deuxième test et il est alors écarté de la liste des suspects. Cela était sans compter sur la participation de Philip et de sa mémoire qui revient jour après jour. Il est maintenant certain de savoir qui a tué Joyce. Il s'agit de Grant. Celui-ci est à nouveau conduit au poste de police pour un interrogatoire plus poussé. Sur place, les policiers lui montrent la déclaration de Philip dans laquelle il déclare l'avoir vu partir avec Joyce dans les bois et qu'il est revenu seul, couvert de marques de griffures et a refusé de dire où se trouvait Joyce. En découvrant ces accusations, Grant est perdu. Il ne comprend pas pourquoi Philip l'accuse et il nie tout. Il n'a jamais fait de mal à Joyce, il a passé toute la soirée à faire la fête avant de devenir malade. Et durant son interrogatoire, il va maintenir sa position et ne jamais avouer quoi que ce soit. Sans preuve physique et sans aveu de sa part, les policiers ne peuvent pas le forcer à rester et le laissent donc repartir libre. Les années continuent de passer. Philip reste un témoin pour les policiers et il continue de leur donner différents noms de potentiels suspects, mais aucun ne donne de vrais résultats. En 1986, un nouvel enquêteur prend en charge le dossier et il émet une nouvelle hypothèse. Un meurtre similaire a été commis plus tôt et les circonstances, les détails, les vêtements, le mode opératoire, tout lui fait penser qu'il y a un lien entre ces deux affaires. Cet homme a déjà été arrêté et emprisonné pour le crime qu'il a commis. Et lorsque la mère de Joyce en entend parler, elle décide de l'écrire en prison et elle lui demande s'il est responsable du meurtre de sa fille. Le détenu lui répond qu'il n'a rien à voir avec cette affaire et qu'il ne dira pas qu'il l'a fait car s'il le dit, les policiers arrêteront de chercher le véritable coupable. Cette réponse ne change pas la conviction de l'inspecteur qui reste persuadé que les similitudes sont trop grandes. Pour lui, le meurtre de Joyce n'a pas pu être commis par un adolescent de la ville, mais c'est l'œuvre d'un psychopathe. Et cette conviction lui fait dire que le meurtrier de Joyce est déjà derrière les barreaux et qu'il n'est donc plus en position de blesser qui que ce soit. De son côté, Pam n'a jamais baissé les bras et elle a toujours continué de se battre afin d'obtenir la vérité concernant le coupable. Elle a écrit au procureur, elle a écrit aux médias, elle a créé un comité justice pour Joyce et elle a lancé une pétition afin de faire parler à nouveau de l'affaire. Et cette démarche paye, car après avoir récolté plus de 6000 signatures, elle obtient que le show Unsolved Mysteries parle du cas de sa fille. Grâce à ça, le 15 février 89, les Américains découvrent l'affaire Joyce McLean. Même si rien de plus ne va être apporté à l'affaire, cela permet de la faire connaître au niveau national. En 1990, les avancées concernant l'ADN font parler de plus en plus d'elle. Et vu que les vêtements de Joyce avaient été conservés, c'est sur eux que les experts tentent de faire leurs analyses. Mais la pluie et le temps ne permettent pas d'obtenir un résultat. Le problème dans cette affaire, c'est vraiment le manque d'éléments matériels. Les seuls qui sont exploitables ne fournissent aucune réponse. Alors en 1998, Pam demande à ce que le corps de Joyce soit exhumé pour qu'une nouvelle autopsie soit réalisée et que peut-être de nouveaux éléments soient découverts. Malheureusement, l'État refuse sa demande et aucune nouvelle autopsie n'est effectuée. Les années continuent de s'écouler. Et finalement, en 2008, l'État s'adresse à elle et les experts lui expliquent que 28 ans se sont écoulés et qu'il est très peu probable qu'on puisse récolter un quelconque nouvel élément. Mais Pam part avec l'idée que la technologie a évolué depuis la première autopsie et que peut-être les os peuvent révéler des choses, rien n'est impossible. Elle veut que ce soit les meilleurs experts du pays qui pratiquent l'examen, sauf que cela a un coût.
Et avec l'aide du comité Justice pour Joyce, 20 000 $ sont récoltés afin de pouvoir payer ses experts. Le corps de Joyce est exhumé et une seconde autopsie est effectuée. Comme les experts le redoutaient, aucun résultat probant n'est découvert. Trop de temps est passé. Et bien que l'autopsie n'apporte pas de nouveaux éléments, elle permet tout de même une avancée, car le dossier est à nouveau examiné par le département de police et avec une nouvelle équipe d'enquête. Les inspecteurs en charge de cette nouvelle enquête savent qu'ils ne peuvent pas compter sur les éléments matériels. Alors ils décident de reprendre l'enquête du début et de réinterroger les suspects et de réexaminer toutes les pistes. Ils contactent les anciens enquêteurs, tentent de récupérer toutes les notes et les documents en leur possession. Mais un document reste manquant. Il s'agit d'un témoignage fait par Philippe en 1989. Sur le registre, il est indiqué qu'il est venu accompagné d'un pasteur lorsqu'il s'est rendu au poste de police. Le fichier est finalement retrouvé et son contenu est accablant. Philippe a confessé au pasteur qu'il a tué Joyce. Il lui a raconté qu'il était furieux contre elle, il a essayé d'avoir un rapport sexuel avec elle, sauf qu'elle avait ses menstruations. Énervé contre elle, il s'est saisi d'un isolant électrique en verre et l'a frappé plusieurs fois avec, dont au niveau de la tête. Il a révélé d'autres détails comme la façon dont elle était positionnée, la couleur de la corde qui liait ses mains. Philippe connaît des détails que seuls les inspecteurs ou le tueur peuvent savoir. On peut alors se demander pourquoi il n'a pas été arrêté. Eh bien Philippe s'était rétracté juste après et il avait dit que ses aveux étaient faux. Et malheureusement, comme dit plus tôt, la plus grosse faille de l'enquête est le manque de preuves matérielles. Le fait qu'il revienne sur ses aveux, qu'on n'ait aucune preuve physique contre lui, plus sa condition mentale après son accident, ont fait qu'ils ont été annulés. L'équipe d'enquête découvre ainsi que Philippe a été interrogé à plus de 20 reprises concernant l'affaire et qu'il a parfois avoué, se rétractant par la suite, en affirmant que c'était un souvenir créé par son imagination et qu'il n'aurait jamais pu faire ça. Et après chacun de ces entretiens, il est toujours ressorti libre. En 2009, Philippe devient officiellement une personne d'intérêt dans l'enquête et les recherches se concentrent autour de lui. Les policiers partent interroger d'autres témoins et de nouvelles informations leur parviennent. Des personnes se souviennent avoir vu Philippe cette nuit du 8 août, proche du lycée, et d'autres l'ont vu partir en courant des bois où se trouvait le corps de Joyce. Toujours en 2009, Philippe est arrêté, mais cela est sans rapport avec l'affaire Joyce McLean. Il est arrêté et il est condamné à 6 ans de prison pour possession de pornographie juvénile. Le sachant en prison, les enquêteurs continuent de travailler sur son profil et d'interroger son entourage pour récolter un maximum de preuves contre lui. Ils veulent obtenir un dossier solide, mais cela prend des années de recherche et d'attente. Durant les nouveaux interrogatoires, plusieurs personnes confirment que Philippe a confessé le meurtre, dont sa mère. Et son frère atteste aussi que Philippe avait le béguin pour Joyce, il lui avait dit. Pam est tenue dans l'attente. Elle essaie de faire avancer l'enquête pour qu'enfin la justice soit faite, mais elle ne peut que patienter. En 2016, Philippe est enfin arrêté pour le meurtre de Joyce, et cette information est diffusée dans les médias. Un homme est devant son poste de télévision et il entend cette nouvelle. Il sait qu'il est temps pour lui d'apporter sa contribution. Cet homme s'appelle John DeRoche et il déclare aux policiers qu'il est un ancien collègue de Philippe, mais surtout que celui-ci a confié en 1989 avoir commis le meurtre. Ils travaillaient ensemble durant cette année et, sachant qu'il venait de la ville de East Millinocket, il lui a demandé s'il connaissait Joyce McLean. Ce à quoi Philippe lui a répondu « Oui, c'est moi qui l'ai tué ». En entendant sa réponse, John lui a demandé pourquoi il n'a pas été arrêté et Philippe lui a expliqué qu'il a passé plus d'une vingtaine d'interrogatoires, confessant parfois le meurtre, mais qu'il s'en était sorti à chaque fois en prétendant souffrir d'amnésie et en donnant le nom de faux suspect. Donc c'est sûr que ce nouveau témoignage solidifie considérablement le dossier de l'accusation. Le procès commence en février 2018 et Philippe plaide non coupable du meurtre de Joyce. Sa défense plaide le fait que ses aveux sont irrécevables au vu des dommages cérébraux qu'il a subis en 1980. Mais l'accusation ne se laisse pas faire et elle déclare que, lors de ses premiers aveux, son état physique était mieux et qu'il a fourni des détails qui n'ont jamais été révélés au grand public, comme le fait qu'elle avait ses menstruations ou qu'il y avait un isolant électrique à ses côtés. Après plus de 2 semaines de procès, Philippe est déclaré coupable de meurtre avec préméditation et il est condamné à 45 ans de prison.
En 2019, il fait appel de la décision, mais elle est à nouveau confirmée. Pam s'est battue pendant 38 ans pour que la vérité soit établie. Elle n'a jamais baissé les bras, peu importe ce qu'en pensaient les autorités. Et elle a eu raison. Sa détermination a payé et le coupable a été arrêté. Elle déclare ceci. « C'est 38 ans de ma vie à me battre pour Joyce. Je ne voulais pas abandonner après 25 ans, 30 ans, 35 ans, et je me suis dit, j'ai fait tout ce chemin, je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Lorsque l'on observe cette affaire, cela peut être frustrant de constater qu'ils avaient le coupable entre les mains depuis le début de l'enquête. Il y a eu des aveux, des témoignages, mais la faiblesse était le manque de preuves matérielles. Et sans la détermination d'une mère, cette enquête n'aurait peut-être jamais été résolue. Et comme dans beaucoup d'affaires, les témoignages sont essentiels. La peur de parler peut freiner les témoins, mais le fait de parler peut soulager de nombreuses familles en attente de réponse. C'est tout pour aujourd'hui. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'en profite pour vous remercier car on a passé les 40 000 abonnés et qu'en plus de ça, la chaîne fête ses 1 an cette semaine. 1 an d'aventure avec vous, alors merci pour ça, merci pour votre soutien et votre présence chaque semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. En attendant, prenez soin de vous.